Commence comme tu veux, quand tu veux. Donc, bonjour à vous tous. On s'excuse pour le problème technique qui s'est passé. Aujourd'hui, on va continuer notre séance avec notre professeur Khemchoud. C'est à vous, professeur. Merci Wissal. Je vous remercie encore une fois. Euh, euh, on va aider nos chers étudiants pour une meilleure préparation de Mésitana, spécialement pour concernant le module ou le module de chirurgie. Alors, je veux juste vous rappeler que la séance d'aujourd'hui, elle va concerner des questions plus ou moins faciles, des questions simples, directes et tout. Et on va essayer d'aborder une deuxième fois des thèmes ou des questions un peu plus difficiles et plus approfondies que ça. Alors, le but, c'est d'attirer votre attention par rapport aux points clés, aux points importants, euh, peuvent, qui risquent de tomber de faire partie de votre examen de chirurgie euh, l'année prochaine. Alors, euh, je pense que la dernière fois, voilà, on va, on va, on va commencer par le cas clinique qui concerne un homme de 22 ans qui consulte pour une plaie par arme blanche. À l'examen, le patient est stable sur le plan hémodynamique, euh, il n'y a pas de souci. Bien sûr, la définition de la stabilité hémodynamique n'est pas aussi facile que ça sous-entend une tension artérielle systolique supérieure à 9. Mais il faut savoir qu'il faut avoir comme réflexe qu'une tension normale ne signifie pas toujours une stabilité hémodynamique. Par exemple, un patient qui a une tension artérielle de 11,7 avec un pouls, fréquence avec un pouls de 120 ou 130 pulsations par minute, ça, c'est clair qu'on est devant un patient qui est instable. Dynamiquement. Dans la phase l'état de choc, il y a la première phase, il y a une tachycardie dite compensatrice euh, qui, 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 qui essaie de compenser l'hypovolémie. Alors, le patient présente une plaie de 1 cm en période médicale. Alors, les éléments à rechercher à l'interrogatoire, c'est surtout, on a déjà parlé de ça, il faut insister sur la durée ou l'heure de l'accident, l'heure de l'agression. Pourquoi l'heure, c'est important, puisqu'elle a des répercussions sur le plan thérapeutique. Il faut savoir que si la plaie occasionne une perte une solution de continuité au niveau du colon, par exemple, colon gauche, colon transverse, colon droit, et la notion de timing, elle devient importante puisqu'elle va dicter la prise en charge. Par exemple, un patient qui a une solution de continuité au niveau du colon transverse, dont la plaie remonte à plus de 6 heures, là, la suture est contre-indiquée, on doit faire tout simplement une stomie. Si elle remonte à moins de 6 heures, là, on est devant, on peut suturer. Bien sûr, c'est euh, pas du Coran, mais en général, c'est comme ça. La notion de l'heure, 6 heures, avant 6 heures ou inférieur à 6 heures, ça, c'est très important. Il y a une relation intime entre la durée, entre l'agression et le traitement. Euh, donc, en général, on doit rechercher ça à l'interrogatoire. Alors, la conduite tétanière et l'examen clinique, bien sûr, ça, je ne vais pas vous apporter plus de beaucoup de choses. Donc, l'examen clinique, c'est l'interrogatoire. Après l'interrogatoire, c'est l'examen clinique, l'inspection. Ben, il faut savoir que il faut, pour mieux examiner une plaie pareille de 1 cm, pour agrandir cette plaie, l'examen clinique, il doit se dérouler sur anesthésie locale. Quand même, il faut injecter un peu l'anesthésie locale, il faut essayer d'agrandir la plaie et essayer de répondre à la fameuse question, est-ce qu'on est devant une plaie pénétrante ou non? Ça veut dire que le toit de Paris est ouvert ou non.
c'est la définition d'une plaie pénétrante, ça veut dire qu'on est devant une plaie qui est sérieuse. Bien sûr, elle n'est pas perforante, mais elle est pénétrante, donc il y a un risque de perforation d'un organe ou un risque de saignement. Alors, pour la troisième question, les indications opératoires en dehors du choc hémorragique, bien sûr, devant une plaie parent-blanche, les indications opératoires sont les suivantes. 1. Plaie parent-blanche plus état de choc. 2. Plaie parent-blanche avec éviscération. 3. Plaie parent-blanche avec associée à une contracture abdominale. Ça sous-entend qu'on est devant une péritonite. D'accord? Et bien sûr, l'issue, la possibilité c'est l'issue de l'équilibre biologique, soit de la bile, soit des selles, soit des liquides digestifs à travers la plaie, cette plaie de 1 cm. Donc, tout ça constitue une indication opératoire. Bien évidemment, la douleur intense n'est pas considérée comme une indication. La douleur peut être liée à une simple douleur pariétale ou un petit hématome pariétal. Concernant le premier examen radiologique complémentaire qu'on doit demander, et bien évidemment, pas l'examen de référence, il faut toujours pas l'examen de référence. Attention. Alors, l'examen de première attention, c'est l'échographie, l'examen de référence, c'est le scanner. Alors, la lésion organique le plus souvent, la plus fréquente, c'est, il ne faut pas mélanger les choses ici. Il faut faire la différence entre un traumatisme fermé et un traumatisme ouvert. Dans les traumatismes fermés, c'est la rate, le rein et le foie. Dans le traumatisme ouvert, c'est le grêle, les lésions sclérales. OK? Donc, pour l'autre cas clinique, on est devant une fille de 28 ans qui présente tout simplement une douleur au niveau de la fosse droite. Quels sont les diagnostics possibles devant une douleur au niveau de la fosse iliaque droite? Donc, on doit évoquer tous les diagnostics différentiels d'une appendicite. Bien sûr, le principal diagnostic, c'est l'appendicite aiguë. Le deuxième, on peut évoquer tout ce qui est gynéco, et pathologie gynécologique, en commençant par le kyste ovarien tordu, la grossesse extra-utérine, le fibrome, la nécrobiose, le fibrome tordu, pédiculé et tordu. Aussi, on peut évoquer une salpingite, une colique hépatique, une colique néphritique. Ça peut être un diagnostic différentiel, un cancer du côlon surinfecté, une poussée d'une maladie de Crohn, une complication d'un diverticule de Meckel. Une complication, tout ça, c'est une adénolatite mésentérique. Voilà, tout ça, c'est des diagnostics différentiels possibles. Alors, à l'examen, cette patiente présente une fièvre, une défense au niveau de la fosse iliaque droite et une FNS à 12 000 de blanc, avec un toucher actal qui est normal. Après 1 heure, la malade présente des vomissements avec l'abdomen sans préparation. On note des niveaux hydroaériques avec une occlusion haute. Alors, quels sont les diagnostics possibles? Là, tout simplement, on est devant une occlusion fébrile, la fameuse occlusion fébrile. Alors, devant une occlusion fébrile, on a 3 diagnostics à évoquer. On doit évoquer 3 types de diagnostics. On a l'appendicite aiguë, on a la cholécystite aiguë et on a la diverticulite colique. Donc, 3 pathologies qui donnent un tableau d'une occlusion associée à une fièvre. Quel examen radiologique de première intention pour confirmer le diagnostic? Bien évidemment, c'est l'échographie abdominopelvienne. Quelles sont les complications possibles? Bon, on a posé le diagnostic d'une appendicite aiguë. Quelles sont les complications possibles de cette appendicite? Si je vous donne des propositions comme l'état de choc septique, c'est juste, comme la péritonite localisée, juste, la péritonite généralisée, l'abcès hépatique. Il faut savoir que l'abcès hépatique peut être une complication d'une appendicite aiguë. Pourquoi? Tout simplement, l'abcès hépatique, il a trois grandes étiologies.
On a les étiologies biliaires, on a les étiologies artérielles, il y a les étiologies portales. Alors, pour les étiologies artérielles, plutôt biliaires, il y a la cholécystite et l'angiocolite qui peuvent donner des abcès hépatiques. Pour les étiologies artérielles, n'importe quel foyer infectieux n'importe quel foyer infectieux dans le corps, il peut avoir comme complication un abcès hépatique. Une endocardite infectieuse, elle peut donner un abcès hépatique. Et bien sûr, le point de départ portal, une appendicite, elle peut donner un abcès hépatique. Une diverticulite, elle peut donner un abcès hépatique. Un cancer surinfecté du côlon droit, elle peut donner un abcès hépatique. Tout ça, c'est des complications possibles de l'appendicite. Alors, le diagnostic d'une appendicite est posé. On a opéré la patiente. On a réalisé une appendicectomie après ligature-section de l'artère appendiculaire et de la base appendiculaire. Alors, les complications possibles, si je vous donne les propositions suivantes, PPO, ça veut dire la péritonite post-opératoire, c'est juste, puisqu'il faut savoir que c'est la complication la plus grave en chirurgie digestive. Une appendicite peut se compliquer, peut pas avoir comme complication. On a une péritonite post-opératoire. On a l'abcès du Douglas aussi. C'est quoi l'abcès du Douglas? Une collection abcédée au niveau du Douglas. Elle va se manifester en post-opératoire par des douleurs au niveau de la région hypogastrique avec des fièvres, avec la fièvre, avec des troubles du transit, soit des diarrhées, soit des arrêts des matières et des gaz. Et l'échographie et surtout le scanner post-opératoire, c'est le scanner qui va mettre en évidence cette complication, l'abcès du Douglas. Bien sûr, sur le plan prise en charge thérapeutique, on doit toujours commencer par une antibiothérapie avec un éventuel drainage écho-scanoguidé. Mais en cas d'échec, on sera obligé de reprendre la patiente et de faire la toilette péritonéale et d'aspirer le patient. Alors, le sepsis pariétal, oui. Le sepsis pariétal, c'est quoi? C'est une infection de la paroi. Du complication liquide. La complication, si vous voulez, qui pose un peu de soucis, les gens hésitent quand même à la mentionner, c'est le choc hémorragique. Est-ce qu'une appendicectomie peut donner ou peut avoir comme complication un choc hémorragique en post-opératoire? La réponse est oui. Pourquoi? Puisqu'il faut savoir que l'artère appendiculaire, c'est une branche de l'artère colique inférieure droite. L'artère colique inférieure droite, c'est une branche de l'artère mésentérique supérieure. Donc, c'est un gros faisceau. Donc, oui, le lâchage de la suture d'un clip sur l'artère appendiculaire, il peut donner un saignement important et peut provoquer un état de choc hémorragique qui peut être mortel. Pas négliger. C'est vrai, c'est un geste plus ou moins simple, mais il peut peut être responsable de complications très graves. Alors, l'autre possibilité, est-ce qu'une appendicectomie peut provoquer une plaie digestive duodénale ou au niveau de l'adhénérence? Là aussi, c'est une complication peu décrite, mais elle est possible. Donc, on parle de plaie iatrogène. Donc, plaie iatrogène, ça veut dire provoquée par le chirurgien de façon, bien sûr, de façon non volontaire, mais tout ça, ça existe. Il y a plusieurs complications décrites dans ce sens. Donc, la plaie digestive peut être une complication post-opératoire d'une appendicectomie. L'éventration, oui, à travers l'incision de McBurney, c'est une complication décrite. Pareil pour l'éviscération. Bien sûr, pour l'éviscération, c'est un peu exceptionnel, mais c'est possible. Donc, toutes les réponses sont justes. PPO, abcès du Douglas, sepsis pariétal, état de choc hémorragique, plaie digestive, éventration, éviscération, tout ça constitue des complications bien sûr spécifiques. Et pour la pénicilline il y a d'autres complications non spécifiques. L'embolie pulmonaire, la thrombophlébite des membres inférieurs, l'IDM, l'infection pulmonaire, l'infection urinaire, tout ça, c'est non spécifique à la pathologie, mais commune à tous les types de virus. Alors, on
va attaquer les QCM. Alors, les diagnostics différentiels de l'appendicite aiguë sont, on a comme proposition poussée d'une maladie de Crohn, un kyste ovarien tordu, une salpingite aiguë, une grossesse extra-utérine et un anévrisme de l'artère iliaque primitif. C'est une question plus ou moins simple quand même. Alors, pour la première proposition, c'est juste. Il faut savoir que la maladie de Crohn, c'est une maladie qui fait partie du diagnostic différentiel de l'appendicite aiguë. La maladie de Crohn, c'est une maladie inflammatoire qui peut toucher le tube digestif de la bouche jusqu'à canal anal. Voilà, donc avec siège de prédilection au niveau de la dernière once intestinale, c'est un épicissement. Elle va donner un épicissement inflammatoire au niveau de la dernière once. Et de par son siège, elle peut poser un diagnostic différentiel avec l'appendicite. Ovarien, tordu, oui. Ça fait partie des diagnostics différentiels. Salpingite, pareil. Salpingite, pareil. Grossesse extra-utérine, ça c'est clair. La proposition qui va un peu poser problème, c'est la dernière, l'anévrisme de l'artère iliaque primitive droite. Est-ce que c'est un diagnostic différentiel d'une appendicite aiguë, oui ou non? La réponse est oui, bien sûr. C'est très rare, c'est une complication, c'est une pathologie très rare, mais qui peut poser un diagnostic différentiel avec l'appendicite aiguë. Bien sûr, ce qui est vasculaire, anévrisme, tout, il peut, en général, il survient chez le patient âgé et tout, mais c'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas. Il faut garder comme information que l'anévrisme de l'artère iliaque droite c'est un diagnostic différentiel d'une appendicite. Voilà. Pour l'autre cas clinique, un homme de 66 ans, qui consulte pour une masse épigastrique. Alors, quels sont les diagnostics à évoquer? En général, 3. On doit éliminer la pathologie hépatique, la pathologie pancréatique et la pathologie gastrique. En général, les 3 organes qui peuvent donner des masses ou un syndrome de masse au niveau de la région épigastrique. Que ce soit une masse inflammatoire ou une masse. Alors, parmi ces critères, la douleur, la dimension supérieure à 5 cm, le caractère fixe, le caractère mobile, le caractère symptomatique. Parmi ces critères, parmi ces propositions, quel est le critère péjoratif? Bon, il s'agit d'une question choix simple. Bien sûr, ce n'est pas la douleur. C'est pas les dimensions, mais c'est surtout le caractère fixe de cette masse. Lorsqu'on parle d'une masse qui est fixe, ça sous-entend une masse qui adhère, qui infiltre les organes de voisinage, qui adhère aux organes postérieurs. Donc, lorsqu'on parle d'organes postérieurs, on parle de l'espace rétropéritonéal, et lorsqu'on parle de l'espace rétropéritonéal, on parle des gros vaisseaux, c'est la veine cave inférieure, la haute abdominale. Donc, le caractère péjoratif, c'est le caractère fixe de la tumeur. Alors, quel est le premier examen qu'on doit réaliser? Bien sûr, on est devant une masse, c'est l'échographie, c'est clair, c'est pas le scanner, c'est pas la fibroscopie, c'est l'échographie. Alors, à l'interrogatoire, il y a une notion d'hémorragie digestive. Le patient, elle va vous ramener la notion d'hémorragie digestive. Alors, il va changer. Donc, la conduite à tenir sera, bien sûr, une fibroscopie digestive haute. Masse abdominale, masse épigastrique, plus hémorragie digestive haute. Ça sous-entend une pathologie gastrique. Donc, la fibroscopie, on réalise la fibroscopie digestive haute et, sans surprise, on va tomber sur une lésion et sur une hémorragie et sur une bourgeonnante au niveau de l'estomac, au niveau de l'antre, par exemple. On réalise des biopsies et l'anapathe revient en faveur d'un adénocarcinome de type diffus. Vous allez voir, il y a
de plan Anabat, le type de diffus, le type national. Pardon, professeur. Éteignez vos micros, s'il vous plaît. S'il vous plaît, éteignez vos micros. فين ديريكتور يا اخي قد تسمع ما هذا دقيقة Non. دقيقة هذاك ما تكون ما نحيتيهمش Éteignez vos micros. Professeur, Oui, on continue. voilà. Voilà, donc je vous ai mis la 7e question par rapport au facteur de risque. Il faut insister. Je pense que durant votre préparation pour le concours des IDANA, en matière de cancer, les cours concernant les cancers, l'estomac, l'œsophage, le côlon, le rectum et tout, il y a il y a deux pathologies, pas pathologies, deux parties très importantes à connaître. Il y a la partie thérapeutique. Il faut avoir une notion il faut avoir des notions sur la prise en charge thérapeutique concernant tous les cancers, mais spécialement avant le volet thérapeutique, on a le volet diagnostique, mais surtout les facteurs de risque. Moi, si je risque de poser, si on me demande de poser des questions sur le cancer d'estomac dans le concours des IDANA, ça sera les facteurs de risque. Je ne vais pas hésiter à poser des questions concernant la cancer d'estomac, cancer de l'œsophage, cancer du côlon, cancer du rectum, le pancréas et tout. Il ne faut pas oublier que vous êtes des médecins généralistes, vous êtes des futurs médecins généralistes, donc vous êtes obligés de connaître les facteurs de risque des cancers, la clinique, la symptomatologie clinique, quelques notions sur le volet thérapeutique. Donc, je souligne je veux attirer votre attention par rapport à ça, par rapport au facteur de risque. C'est la partie la plus importante dans les cours concernant les cancers, tous les cancers, c'est les facteurs de risque. Alors, bien sûr, les facteurs liés à l'environnement, il y a l'alcool, le tabac et tout, il y a l'infection Helicobacter pylori, il y a les facteurs génétiques, on a la gastrite chronique atrophique, on a la maladie de Ménitrier, on a les lésions cancéreuses avec l'ulcère gastrique. Donc, les gastrectomies partielles, c'est un facteur de risque. Et on a à la fin des polypes. Tout ce qui est polypes gastriques, tout ça sont considérés, tous ces facteurs sont considérés comme des facteurs de risque de cancer de l'estomac. Alors, la conduite à tenir, là, dans ce cas clinique, il y a un petit piège, pas un piège, mais une information capitale, c'est qu'il ne faut pas négliger. Donc, on est devant une lésion ulcéro-bourgeonnante de l'estomac, par exemple, de l'antre, au niveau de l'antre, de l'estomac, de type diffus. D'accord. Donc, de type diffus, ça veut dire qu'on est devant une linite gastrique. Donc, il y a deux types, intestinal et diffus. Tous les types histologiques de type diffus, ça impose une gastrectomie totale, même si la tumeur est localisée au niveau de l'antre gastrique. Donc, si vous donnez
contraire, par exemple, les isobourgeonnantes et tumeurs au niveau de l'antre gastrique de type intestinal, le traitement sera, sera une gastrectomie polaire inférieure, avec curage ganglionnaire et rétablissement de la continuité avec une astomose gastro-jejunale. Mais de type diffus, ça sous-entend, il faut faire attention, ce n'est pas un détail, il faut faire attention, donc ça sous-entend une gastrectomie totale. Donc on doit faire une gastrectomie totale avec curage ganglionnaire et anastomose pas gastro-jejunale, œso-jejunale sur 11 montée en Y. C'est ça le petit piège. Le deuxième piège, c'est si je vous donne. Professeur, Oui, s'il vous plaît, vous oui. pouvez nous répéter cette mention? Voilà, donc je vous ai dit, il y a deux types histologiques pour le cancer de l'estomac. On a le type intestinal, à la pâte, et le type diffus. Donc, lorsque je précise qu'on est devant un adénocarcinome de type diffus, ça veut dire qu'on est devant une ligne gastrique. Donc, et dans la ligne gastrique, on ne fait pas de gastrectomie partielle. On ne fait pas de gastrectomie partielle, on fait une gastrectomie totale. Par contre, si le type intestinal, si on était devant un type intestinal, on va opter pour une gastrectomie polaire inférieure. Donc, il y a possibilité de réaliser des gastrectomies partielles. OK? Ben, ce n'est pas aussi facile que ça. Il faut garder cette information. Le deuxième piège, c'est si je vous donne dans les propositions gastrectomie totale, avec curage ganglionnaire, gastrectomie totale sans curage ganglionnaire. C, c'est la gastrectomie polaire inférieure. D, c'est la gastrectomie polaire supérieure. Bien sûr, pour un cancer de l'antre gastrique. OK? Et, et ça sera une radiothérapie. Bien évidemment, aucune réponse n'est juste à cette question, puisque tout simplement, dans le cancer gastrique, on doit toujours commencer par une chimio périopératoire. Le traitement du cancer d'estomac, ce n'est pas la gastrectomie, uniquement la gastrectomie. Ce n'est pas comme le côlon. D'accord? C'est la chimio périopératoire. Ça veut dire qu'on commence par 3 cures de chimiothérapie, on fait la gastrectomie et on va refaire 3 cures de chimiothérapie. Ça, c'est le protocole de prise en charge pour le cancer de l'estomac. Donc, il ne faut pas oublier, on commence. Docteur, Oui, docteur, en quelques secondes, la séance va terminer. On va reprendre après à 5 nouveau. minutes pour qu'on puisse enregistrer. D'accord, il n'y a pas de souci. D'accord. Si ça se coupe, on attend 5 minutes et on reprend. D'accord. D'accord. Merci. OK. Donc, voilà. Pour le cancer de l'estomac, il faut savoir que le traitement, c'est la chimio périopératoire. Donc, on va commencer par 3 cures de chimiothérapie, chirurgie, puis 3 cures de chimio. On doit commencer d'emblée par la chirurgie en cas de cancer gastrique compliqué. Par exemple, il y a plusieurs types de complications. Et soit sténose, soit hémorragie digestive responsable d'une état soit une perforation. Dans ce cas, en cas de perforation, hémorragie digestive ou sténose, on ne va pas commencer par une chimio périopératoire, mais on commence